Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale ou commune, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire de manière intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est parce que d'un côté, l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Vous le savez que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Mais si vous êtes dans l'ignorance du passé et du présent, il est certain que le futur, vous n'avez pas d'avenir. De l'autre côté, c'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. C'est pour éviter la récurrence ou la répétition des mêmes amalgames, le négationnisme, le révisionnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et si vous voulez donner l'avenir à votre peuple, il faut transmettre cette mémoire pour que les uns et les autres, qui ont au moins un cerveau, une âme, une conscience, pourront se dire, ah tiens, voilà, c'est pour cela qu'à l'école, on vous apprend l'histoire, géographie. C'est pour l'avenir de chaque nation, société et ou civilisation. Voilà pour l'introduction à cette tribune d'intérêt général. Et donc, dans ce cadre-là, ou dans cette configuration-là, je vous informe que vous, citoyens congolais, vous devez d'un côté avoir toujours dans la tête le sens et la signification d'agir toujours en permanence devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison, etc. Agir toujours en permanence, puisqu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général, existentiel et même civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu. Sachant que la liberté et la dignité, ce sont les droits fondamentaux de l'humanité. On ne peut parler d'humanité sans parler de liberté et de dignité. Si on vous prive de liberté et de dignité, on vous réduit au stade de l'indigène, de l'esclave et du bétail humain, comme le fait Sassou Nguesso, quel que soit le statut social. Agir toujours en permanence, pourquoi? C'est parce que sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Vous le verrez vous-même après Denis Sassou Nguesso. Vous allez voir, dans un pays, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux, de soins, la santé publique par terre, l'éducation par terre, la sécurité par terre, etc. Tout est réduit au silence. Ce que nous définissons comme la condition humaine, sociale et ou existentielle. Comment nous avons laissé faire? Il y a un souci. Ailleurs, on se bat. On se dit non, il n'y a pas d'appartenance ni quoi que ce soit. Je me bats, je prends le pouvoir, je m'entoure avec les gens qui ont la même mission que moi et on y va. Qu'il soit civil, politique et militaire. Mais nous, on peut faire parler du nord, du sud, du tribalisme et autres. On perd notre temps alors que Sassou s'est entouré de ces sujets indigènes et esclaves, ces serviteurs qui les servent pour le contrôle de l'État et la conservation du pouvoir pour les intérêts extérieurs. C'est tout simplement ça. Il partira, il vous laissera la merde. Comme cela s'est passé dans toutes les dictatures. Depuis Adolf Hitler, où l'Allemagne fut fracassée, jusqu'à Mobutu, on voit aujourd'hui qu'on en connaît. Mais nous, ça sera pareil. Donc ne cherchez pas des boucs émissaires, ni des amalgames. Non. Vous êtes responsable et coupable.
de tout ce qui se passe. En tant que citoyen, vous avez ces droits et devoirs d'oser dire non et d'agir. Il n'y a pas d'appartenance. Il y a ton gars ne regarde pas qu'il est de la région de Sassou-Nguesso, il est de Point-Point. On ne peut plus mélanger tout. C'est votre état d'esprit. Mais quand vous vous retrouvez ici en Occident, et vous voyez les luttes ici, sociales, intellectuelles, autres, bon, qu'est-ce qui est dans votre conscience? Vous dites quoi? Et vous êtes toujours dans les petites tribunes, officines, ethniques et tribales. Vous croyez que ça va partir, après ça va changer comme ça? Certainement pas. Ça commence et maintenant. Et sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, enfin, c'est surtout d'être informé. Puisque l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Et il n'y a pas d'appartenance. Il y a des gens et des idiots dans toutes les tribus congolaises. Je l'ai constaté moi-même. On voit les idiots dans toutes les tribus. Mais nous, on parle d'Afrique. Les Africains sont idiots et tout ça. Mais nous, on se dit telle tribu, tel groupe ethnique et autres. Mais rien du tout. Jamais ça. L'intelligence, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique qui va avec le droit et la morale, la résistance, la résilience, le courage et tout compagnie, c'est pas par association, certainement pas, sinon ça se saurait. C'est individuel, en fonction de son anthropologie, de son éducation et du milieu, oui, du milieu social ou environnemental et autres compagnies. Arrêtez de jouer à ces jeu de ces pseudo-intellectuels qui, depuis les pseudo-indépendances, nous ont tenu tous dans la boue de ceci. Et quand ils arrivent ici, on ne les voit même pas. Ils sont, voilà. Et après, ils repartent là-bas pour répondre les mêmes conneries et autres. On voit bien ce que ça produit. Ça produit les Sassou-Nguesso. On en voit. On est bien d'accord. Sont ces pseudo-intellectuels et tout compagnie du Congo. Depuis les années 60, 70, 80, 90, jour à 2 jours, ça ne serait pas là. Parce qu'on a tout tenté. Mais ce sont ces intellectuels-là, tous les politiciens intellectuels, militaires et tout compagnie, qui ont foutu. Mais bon, ça soit à trouver le jeu. C'est jouer de l'appartenance. Nord, sud, est, ouest. Et ça marche. Les tribalismes et tout. Hein. Donc, il en finance. Il met tous ses moyens. Et il y a des colporteurs de cet état d'esprit qui est de notre temps. Lorsqu'on est citoyen d'un pays, vous avez ses droits et devoirs. D'oser dire non et d'agir et prendre le pouvoir, il n'y a rien à faire. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez même pas à chercher. Il suffit d'avoir ses projets, ses convictions, ses principes et valeurs, et tout ça, on va jusqu'au bout. Ailleurs, c'est ça. Comme disait l'anthropologue Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc, il y a ton gars dans sa tête, il ne regarde même pas que, ah tiens, ça c'est un Vili, ça c'est un Yobé, ça c'est un Pounou. Hein, du point de vue d'intérêt général, je ne regarde pas, ah ça c'est un Yobé, ça c'est un Pounou, ça c'est un Kouni, ça c'est un Wazangi, ça c'est un bébé, ça c'est un Dodo, ça c'est un Kamba. Non. Tekel ça c'est un Bayaka. Non, je ne regarde pas ça. Ça c'est un Chundi, ça c'est un Congo, ça c'est un Laré, ça c'est un Teke. Non, je ne regarde pas ça. Ça c'est un Pounou, ça c'est un Moy, ça c'est un Bangangoulou. Non, je ne regarde pas ça. C'est l'un de toutes les tribus. Je ne regarde pas ça, c'est un Bakouguya. Ça c'est un Tekalima. Non, non, jamais. Ça c'est un Boshi. Ça c'est un Kouyou. Ça c'est un Makwa. Ça c'est un Bonga. Ça c'est un Beti. Non, je ne regarde pas ça. Ça c'est un Likuba. Non, je ne regarde pas ça. Ça c'est un Bongili. Ça c'est un Kota. Ça c'est un Djem. Etc. Non, je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas ça. Mais oui, il faut regarder au sein des général. Je ne vois pas que ça c'est un Bomitaba, ça c'est un Bonjo, ça c'est un Monjombo, ça c'est un Bonjombo, etc. Ça c'est un Nignele, ça c'est Epanga. Non, 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 je ne regarde pas ça. Arrêtez. C'est de tout. On regarde un territoire, un écosystème. Comment les structurer, l'organiser pour l'intérêt général,
pour que là, on construit une nation là où il fait bon vivre, étudier, travailler et visiter. Nous avons un écosystème qui est le plus riche, l'un des plus riches du monde. Et c'est pour cela qu'on nous attaque depuis la nuit des temps. Le bassin du Congo. Vous cherchez à diviser ça, comme si on divisait ça, les autres sera, voilà, la citoyenneté par appartenance. Jamais. Regardez bien. Tous ceux qui ont rencontré les amis et connaissances et qui ont vécu avec les amis, dans les collègues de travail ou étudiants, élèves et tout compagnie, vous avez vu, les intelligences sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avions eu des cracks. Hein. Moi, j'ai eu des cracks, des super garçons intelligents qui, je vois, au premier thème là, vraiment des génies. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y avait même pas, on cherchait, oh, l'intelligence et tout compagnie. Donc c'est ça. Nous devons s'affranchir de cette intellectualité d'un autre temps. Et nous devons repenser une nation nouvelle. Alors, accompagnez-moi dans cette réflexion d'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, je vous informe que l'opposant Clément Méressa, l'ancien ministre pendant la période de transition, un homme libre, etc., malgré l'environnement, le contexte et autres, ce seraient vraiment les gens vraiment de bien du pays. Depuis la nuit des temps, on en a connu comme ça dans tous les pays. Mais Sassou, sauf qu'on avait rencontré Sassou Nguesso, depuis ces années-là, qui est rentré dans les mains du filet, il a désingué tous les cadres de ce pays, du nord au sud et de l'est à l'est. Et les Clément Méressa sont des survivants. D'autres sont en prison, d'autres sont en exil, etc. Donc vous imaginez, quand je vois ça, Mawa, pour nous les matières disent. Quand on regarde ça, on se dit, ah, c'est pas possible. Comment nous, individuellement et collectivement, du nord au sud de l'est, on n'arrive pas à désinguer ce monsieur? Il y a un problème. C'est pour cela que je reviens à l'anthropologie. Nous aimons la vie sans défendre la vie. Nous aimons la dignité sans défendre la dignité. Nous aimons notre pays et notre peuple sans pouvoir les défendre. On peut faire jouer au bouc émissaire, aux amalgames, nord, sud, est, ouest. Et il y a eu des intellectuels, des collaborateurs qui sont là, qu'on le connaît. Parfois qu'on se dit, ah tiens, l'Issouba n'a pas été fracassé par hasard. Imaginez dans le contexte de ces années-là. Et ils sont toujours à ce stade. Comme si on était encore là. Non, non, moi je le vois ça. C'est-à-dire, on voit par leur langage, ici dans la diaspora, dans les médias, dans les réflexions, ils n'ont pas changé de paradigme. Et donc on se dit, ah tiens, on est toujours dans cet état d'esprit, qu'il après Sassou Nguesso, ces gens-là prennent le pouvoir, qu'ils reprennent, non, non, on cherche à changer des choses, non, mais c'est pas possible. Il y a des majorités ethniques et ou géopolitiques compactes, etc. Et donc vous voyez ça, se dit, ah tiens, comment changer les paradigmes? On dit, dégageons d'abord Sassou Nguesso. Après, on pourra diviser ce pays en petites régions autonomes. Comme vous allez vous montrer votre compétence, votre génie et tout compagnie dans votre... Voilà. C'est pas dire, ah oui, on va réprouver tel ensemble. Non, 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 puisqu'on ne s'est pas entendu à cause des problèmes d'ethnie, géopolitique et tout. Division, c'est un... Vous voyez, on va voir. Arrêtez, mesdames, messieurs, peuple congolais. L'opposant Clément Méressa, le digne fils du pays, qui reste encore en liberté, mais surveillé par le régime Sassou Nguesso, depuis, bon, ben, vous imaginez les conditions dans lesquelles, ou l'état d'esprit et autres qui vit, et donc c'est dans la dictature la plus antisociale et criminelle existante au monde. Puisqu'il a le régime de Sassou Nguesso, avec son capital d'essai et tout ça, vous le verrez par la suite, quand il ne sera plus là, et vous allez voir, oh, c'était comme ça, voilà. D'où l'intérêt de l'atome submission. Donc, le ministre Clément Méressa a posé la problématique que les Congolais ne veulent pas entrer de nouveau en guerre. J'ai dit mort de rire. Et pourquoi? C'est parce que, d'un côté, la guerre ou le coup d'État de 1997, est-ce que nous, les Congolais, on en voulait? Certainement pas. Mais on nous l'a imposé. On nous l'avait imposé par la France-Afrique. Donc les conséquences sont d'actualité. Puisque Sassou Nguesso est là. Il continue à nous piétiner, fracasser notre pays qu'il a vendu à la découpe et autres. On gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée.
Donc il y a un pion, une pièce métallique qui est Sassou Nguesso, il fait son jeu. Donc on ne voulait pas la guerre. Nous ne voulons pas rentrer dans la guerre. Mais qu'est-ce que ça peut faire, merde? En 97, est-ce qu'on voulait de cette guerre-là? De l'autre côté, ce qui se passe en RDC depuis 30 ans, est-ce que la RDC voulait de cette guerre-là? Est-ce que les Bantous, nous les Bantous, on est comme ça? Non, on vous les a imposés. Comme les terrorismes qui se passent dans le Sahel. Et pourquoi? Parce que depuis que les Blancs sont venus nous trouver, c'est là que nous avons commencé nos soucis. Depuis le 15e siècle. Parce que l'esclavage, la colonisation, les différents ordres mondiaux, occidentaux, et la France-Afrique, et qui est aujourd'hui Tong et de compagnie, et toute cette réorganisation. Et donc, si, et seulement si, vous n'arrivez pas à vous adapter, il est certain que depuis la nuit des temps, on est fracassé. L'évolutionniste naturaliste Charles Darwin disait que ce ne sont pas les êtres les plus intelligents ni les plus forts qui survivent, c'est ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Donc nous n'avions pas compris comment nous avions cette anthropologie qui est occidentale, faite par des guerres, de compétition, de violence, de tout ce qu'on connaît. Nous n'avons pas su s'adapter. Ceux qui l'ont bien compris, les langages occidentaux, ce sont les Chinois, les Asiatiques. Ils sont en train de s'armer là-bas. La Chine, comme les serpents à se mettre. Que les armes, ils ont misé sur l'éducation. Ils ont apporté tout là-bas. Maintenant, ils sont en train de s'armer. La Chine est en train de s'armer puisque l'ADN occidental, c'est la guerre. On cherche à vous soumettre, et si on n'arrive pas à vous soumettre, et c'est la guerre. Mais les Chinois, les autres n'ont compris. La Russie d'ailleurs. Et donc là, nous sommes dans la nasse. Les guerres qui arrivent là, c'est ça. Parce que le modèle de domination ou d'exploitation ou de modèle économique occidental, c'est que la guerre, qu'on appelle la compétition. C'est ça, vous l'avez compris. Par conséquent, si vous mettez pas tous les moyens dans l'éducation, dans les moyens militaires, dans tout ce que les autres font, vous serez moyen. C'est ça que nous sommes là en train de souffrir. Donc la guerre au Congo, elle arrive. La guerre en RDC arrive, puisqu'elle est déjà là. Le continent est riche. La sous-région est riche, le bassin du Congo est riche. Mais pour eux, c'est toujours comme dans les cas des pirates des Caraïbes, de tout. C'est comme ça leur ADN. Il n'est pas comme disait Nicolas Hulot dans ses émissions que j'apprécie, que dans la nature, dans la chaîne alimentaire, la dynamique des espèces, cherche toujours la juste part. Il capte la juste part. Donc on dit que bon, nous avons des écosystèmes qui sont là, bon ben voilà, donc on sait un peu de gérer ça bien et autres, mais c'est toujours la prédation. Ce n'est pas des partenariats, ni des propositions, c'est la prédation. La prédation. La prédation, regardez bien, quand dans la chaîne alimentaire, un lion, quand il va se retrouver devant un gnou, je ne sais pas pour vous dire, ah oui, on veut la paix, non, il veut les manger. Hein. Et les gnous, ou même les buffles, ils s'adaptent. Nous, c'est pareil. Nous ne pourrons rien. Les Blancs sont venus nous trouver. On n'est pas allé les chercher. Maintenant, nous devenons le bouc émissaire. Nous sommes les mendiants. Nous sommes tous, ils nous trouvent toutes les qualifications. Pendant ce temps, ils sont en train de piller nos continents. Des safaris, des tourismes, des exploitations de poids propres, ils sont là comme ce jeu. Vous savez, les chats, un chat, hein, les chats, ils sont comme des chats. Hein. Les chats, il est chez nous. Quand vous avez chat à la maison, c'est pas qu'il est chez vous, mais le chat est chez vous. Vous êtes chez le chat. Or, un chien, par exemple, oui, il y a un problème de loi, il sait que vous êtes son maître, il peut, assis, debout, il respecte. Mais le chat, jamais. Les Occidentaux sont comme des chats. Le monde leur appartient. Et qu'ils ont foutu les bazar partout. Et surtout dans l'ensemble du continent. Donc, si vous ne mettez pas dans la tête ces problématiques existentielles, puisque depuis l'esclavage,
comment on a réduit au silence le but de la condition humaine, surtout les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, la dignité humaine et tout comme ça. Vous voyez ça, c'est le modèle. Ça n'existait pas chez nous, en Afrique. Il n'y avait pas de charniers, ni de guerres, ni de quoi. Il n'y avait rien. L'humanité, bon, on sait bien comment ça s'est passé. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Les charniers, mais les charniers, on a commencé que dès les Blancs sont arrivés chez nous. Et donc, ce sont des contraintes, ce sont des histoires que les intellectuels, certains policiers peuvent expliquer à la population comme des mortels. Et que de se positionner que par l'appartenance et autres, nous sommes bas. L'intellectuel congolais est trop bas. Quand je regarde les réflexions, c'est trop bas, c'est trop bas, c'est trop bas. N'oublions pas les conflits d'intérêts. Les France africains, les anti-France Afrique, les cathos, les protestants, les tribalistes et tout. Mélanger, c'est une nébuleuse. Des contentieux et de tout quand on cherche à réorganiser ça. Mais ce n'est pas facile de cet environnement qui on ne contrôle pas. Clément Méressa pense qu'on n'aura pas. Il ne faut pas aller. On ne veut pas la guerre. On ne veut pas que la guerre. La guerre arrive. La chute de Félix Tshisekedi est inévitable. S'il ne prend pas conscience de nos signaux d'alerte et qui, à la fin de mon analyse, vous allez comprendre pourquoi la chute de Félix Tshisekedi est inévitable et que par translation, il y aura soit coup d'État et ou la guerre chez nous à Brazzaville. La guerre arrive à Brazzaville dans 97% des cas. Et c'est ce que je vais vous expliquer à travers 4 hypothèses. Ces hypothèses-là tiennent compte de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives. Je vous rappelle que la guerre arrive chez nous. Parce que ce qui se passe là-bas, en RDC, c'est déjà la photocopie de ce qui va arriver chez nous. Vous le savez que nous sommes déjà cernés depuis le coup d'État, sans le savoir. La RDC se fait depuis les Mobutu, où j'avais accepté les Rwandais, notamment les Tutsis, dans le renseignement, dans les institutions d'administration et de compagnie. Là, elle s'est infectée. Félix Tshisekedi a cherché un peu c'est pas facile. Ce sont des relations humaines. Mais sauf que nous, Africains, on est mauvais. Et pourtant, en Europe ici, quand on voit les institutions, les administrations françaises, il y en a plus de 30% ne sont pas des Français de souche. Hein. Ils sont venus d'Italie, excusez-moi, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, d'Europe de l'Est, de la Scandinavie et tout compagnie. Hein. Ce sont des Blancs qui, voilà, c'est leur pays. Mais nous, c'est pas ça. Puisque chez nous, dès qu'il y a un ordre qui est extérieur, on peut tout foutre en l'air. Regardez bien dans la zone France-Afrique. Tous ces profils douteux et tout compagnie qu'on a incorporés dans les zones France-Afrique. Vous voyez comment ils ont foutu les bazars dans tous les pays. Ils viennent d'ailleurs, alors qu'ils sont sur l'ensemble de leur propre continent. Ce qui se passe en RDC, c'est un cas d'école. On prépare les Noirs et on les met. L'ennemi des Noirs, c'est les Noirs lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et surtout aux enjeux de la respectabilité interraciale. Et donc nous sommes dans cette configuration qui est problématique que, bon ben, pour fracasser un noir, ça ne sert à rien d'aller chercher un blanc asiatique. Pour un noir, ça va vite. Donne-lui un peu d'argent, fais ceci, donne-lui voilà, il va. C'est comme ça. Depuis l'esclavage, la colonisation et autres. Combien d'Africains ont perdu la vie, déjà en luttant contre leurs propres frères africains, depuis l'esclavage, la colonisation, jusqu'à nos jours. La France-Afrique, tous ces présidents africains qui ont été assassinés par la France-Afrique, les 63 ou 63 présidents, mais c'était nous-mêmes les Africains qui, voilà. Est-ce que nous, Africains, on peut faire ça l'inverse ailleurs? Non. Pourquoi que chez nous? C'est pour l'intérêt anthropologique. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la chute de Félix Tshisekedi est inévitable. S'il ne fait pas attention, il va chuter. Et cette chute-là va créer le chaos en RDC. Il y aura vraiment du bazar là-bas. Et comme ils sont 120 millions,
et 20 millions à Kinshasa, en face de nous, vous verrez les bazars qui vont arriver. Et donc là, Félix Tshisekedi avait certes le pacte avec ses parrains occidentaux, parce que lui et Paul Kagame avaient les mêmes parrains. Mais comme disait Albert Einstein, est-ce que on peut résoudre le problème avec les gens qui les ont engendrés? Non, certainement pas. Changer de paradigme et autre, tu n'as pas. Donc il est lié à autre. Bon, donc il va être fracassé. Mais les conséquences, c'est que c'est le peuple congolais qui va en payer encore les prix. Parce que ce que vous allez entendre à la fin de cette vidéo, écoutez ça jusqu'au bout. Je parle à ceux qui sont dans l'anticipation des situations. Parce que si vous êtes dans l'anticipation, vous pouvez survivre. C'est une forme d'adaptation. Je l'ai constaté moi-même depuis avant le coup d'État. Je l'ai dit à plusieurs. Je dis au roi coup d'État au Congo. Ils sont là, beaucoup d'Inibolèques, et pourtant ils étaient avec les Chouas. Ils sont là. Moi, bon, c'est pour les dignités. Hein. Ils sont vraiment là. Je leur ai dit, en 1995, j'étais déjà au courant qu'il y aura un coup d'État au Congo. On était à 2 ans. Ni les meetings comment on appelle ça, de 87, là, que j'étais parti voir, là. Ni la cellule Magenta. Je connaissais les gens de la cellule Magenta. Beaucoup m'en ont vu. Ils savent. Et je connais beaucoup les choses. Je savais qu'il y aura un coup d'État. Mais moi, l'idée, mon état d'esprit, disait que, attends, on va encore choper Sassou Nguesso. Je disais, ah non, on doit rigoler. C'est comme Félix Tshisekedi aujourd'hui. Ils sont comme Sassou Nguesso, quoi. Mais ça va arriver. Parce que les enjeux sont tels que, attendez, c'est pas possible. Nous, c'était total, hein, à l'époque, aujourd'hui. Et là-bas, ce sont des minéraux des terres rares. Ça rigole pas. Si vous ne vous adaptez pas, comme font les Chinois et les autres, ils sont comme les Mali, les Burkina Faso, les Niger, qui se battent tout seuls. Et vous voyez comment on tire les noms. Vous voyez? Donc c'est une dynamique qui va peut-être se proliférer sur l'ensemble du continent et le continent sera libéré. Mais il faut des pays qui commencent déjà. En Afrique de l'Ouest, ça patine, mais ça avance dur. Parce que c'est bon qu'on construise dans la dureté. On ne construit pas dans la facilité. Mais nous, en Afrique centrale, on regarde des contextes où il y a élection au Gabon, au Cameroun, et nous, la situation, on ne sait pas, on se prépare en 2026, pourquoi faire, je ne sais pas. Et puis, il y a aussi ce qui se passe avec la RDC. Donc, il faut savoir que nous sommes en danger. Il y aura des chaos en Afrique centrale. Peut-être ce sera la voie pour se transformer et autres. Mais il y a des pions de cet ordre mondial-là, qui sont des Noirs, comme on utilise tous les Noirs pour nous fracasser. Et chez nous, dans les deux Congo, c'est déjà prévisible. Et la sous-région, d'autres temporisent, ils voient comme ça, ils voient là ou voilà. Donc, comprenez ça. Et voici pour vous pour les raisons pour lesquelles le coup d'État est inévitable ou une guerre qui arrive au Congo-Brazzaville. Dans 97% des cas, il y aura une guerre au Congo-Brazzaville, il y aura un coup d'État, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer là. Et j'en ai mis pour vous 4 hypothèses. Il y a 4 hypothèses que vous devez en tenir compte. La première hypothèse sur 4, c'est l'avancée du M23 et du RDF. Ce sont les militaires rwandais de Paul Kagame. Et l'AFC de Kone Nanga. Donc on a trouvé un Congolais de souche, on l'a mis là pour... C'est ça le boulot là. Donc, la situation qui arrive là, c'est comme la situation de 1997 dans les deux Congos. Donc, si et seulement si Kone Nanga et ces hommes autres prennent Kinshasa, ils sont associés à la vente des notaires. Qui sait Sassou Nguesso et tout ça. Vous imaginez, qui sait Sassou Nguesso sera en force. Parce que dans tous les cas, les militaires en RDC, ils ont fui là. Ils ont fui, non, même pas, ils ne se battent pas. Ce sont les jeunes, ce sont des trucs comme ça. Ils avaient des galons, colonels, général, et tout ça. Ils ont fui, non, ils ne se sont jamais battus. Comme chez nous, là, depuis le coup de ça, il n'y a rien. Donc les gars, les militaires, les officiers, là, ils vont fuir. Parce que là-bas, ils s'entraînent, là. Est-ce que nous, en ce moment, au Congo, si on avait l'espace... Vous voyez, en Afrique du Sud, là. Depuis ces derniers années, il n'y a qu'entraînement sur entraînement militaire en Afrique du Sud. Entraînement militaire sur entraînement militaire. Des avions, la marine et tout ça, ils s'entraînent à la guerre. Mais nous, la guerre est devant nous et à côté de nous. Est-ce que les militaires sont là en train de s'entraîner? Non, ça va très simple. Puisqu'il y a déjà 15 000 mercenaires
de Paul Kagame qui sont déjà chez nous, avec la complicité de la France-Afrique. Parce que ça faisait partie du jeu France-Afrique de Macron. Ils sont déjà là. Il y a eu des va-et-vient entre Kigali et Brazzaville. Sauf que, bon, ben, avec la suspension des vols ou des vols de l'aviation rwandaise qui ne pourra plus traverser la RDC, ça complique Sassou Nguesso. Donc ils seront obligés pour venir au Congo, ils seront obligés de virer, hein, c'est-à-dire partir de Kigali, partir par l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Centrafrique, et passer par, oui, le Centrafrique, il arrive au Congo. Donc ils seront obligés de contourner là-bas, hein, partir de Kigali, et puis arriver en Ouganda, le Soudan du Sud, au Centrafrique, après il descend à Brazzaville. C'est le chemin que Rwanda et fait maintenant aujourd'hui. Il ne peut plus traverser là. Vous savez que beaucoup des compagnies aériennes du monde, quand ils passent ou utilisent l'espace aérien africain, c'est la RDC, c'est un pays continent de 2 345 000 km². C'est énorme. Donc, si donc, les Gondas, donc c'est asphyxier le Rwanda. Mais là, ça n'arrange pas les deux. Donc, vous voyez comment ça se passe. Si le M23 pour Kinshasa, hein, tous ces gars-là qui avancent là, qui ont pris déjà Goma, le nord Kivu, ils sont là au sud Kivu. Or, au sud Kivu, là, à Bukavu, c'est la voie ouverte vers le Katanga, le Lubumbashi et vers Kinshasa. Donc, ils avaient comme le store de Mobutu, quand on voulait descendre Mobutu, c'était parti de là-bas, hein. Laurent Désiré Kabila. Il était parti de là-bas. Hein. Sauf que qu'on n'engardait pas Laurent Désiré Kabila. C'est un pion de Kagame. Donc quand ils viennent, ils vont régler les comptes chez nous aussi. Pour garder Sassou Nguesso, puisqu'il a fait leur jeu, et préparer qui c'est Sassou Nguesso. Et nous serons là. À tout instant, c'est fini. C'est pourquoi Sassou Nguesso temporise. Et donc vous aurez perdu votre pays. Imaginez-vous qui c'est Sassou Nguesso qui a volé notre pays. Qui avait tout, il a taillé les deux Congos, il va maintenant être là au pouvoir. Les premières victimes, ce seront déjà les membres de son clan Boshi. Et ils vont vous voyez déjà ça? C'est ça qu'il faut déjà voir, cette hypothèse-là. Donc, suivez ce qui se passe là-bas, comme disait Laurent Désiré Kabila. Non, plutôt, le président Laurent Gbagbo, qui, historiquement, quand les colons attaquaient un village A, le village B était là en train de... Après, il attaque le village B, après le village C. Donc, après, la RDC, ça sera le Burundi. Le Burundi, ce sera nous. Après le Gabon, l'Angola. Et Tutu Poé aura occupé la sous-région. Et pour les comptes des Occidentaux. Donc, on est expert. Donc, vous les Bantous, vous êtes rien. Donc, vous imaginez ce qui se dessine. Et ce sont des cerveaux qui alertent aux fonctions et au regard des indicateurs. Ou des problématiques, ou de la... Vous devez en tenir compte de ça, que la guerre arrive chez nous. Donc ils sont déjà là. La première hypothèse sur 4, là, les M23, RDF, FC, s'ils prennent Kinshasa, nous, Congo, ils disaient que dans 99% des cas, on sera soit dans la guerre ou Kinshasa et ses alliés prennent le pouvoir. Il n'y a plus rien à faire. La deuxième hypothèse sur 4, c'est la contre-réaction qui est en cours. Et la contre-réaction, c'est que Fassi a laissé faire parce qu'il est attaché à l'Occident qu'il avait placé là. Il n'arrive pas à s'affranchir de l'Occident. Il fait le jeu, il voyage, il fait ça ne marche pas. Il laisse du temps aux autres pour prendre le contrôle du pays. Mais il risque d'avoir une contre-réaction. Pardon. Puisque la coupe est pleine pour les Congolais. Le Rwanda, un tout petit pays comme ça c'est la RDC. Le Rwanda, c'est ça. Comment un tout petit pays peut comme ça peut... Ah non, c'est qu'il y a des... L'OTAN est là au Rwanda. Et tout ça là. Mais les autres, ils se disent, bon ben écoutez, si c'est comme ça, allons à l'affrontement. Donc il risque d'avoir une contre-réaction où un nationaliste congolais et autres, il prend au cours, il fait un coup d'État contre Félix Tshisekedi, et surtout, il va vers les Russes et les Chinois, et là, bon, c'est bon. Il achète les armes, il fait les tours. La population déjà va mobiliser. Et à ce moment-là, je dirais tranquille, Kigali. Et Kigali sera occupé par les Hutus, mais sous contrôle des Congolais, de la RDC pendant des années. C'est un pays qui sera balkanisé. Ce sera une punition qui arrivera au Rwanda.
avec l'évolution d'autres pays périphériques en fonction de la libération. Par exemple, si le Congo-Brazzaville était libre, il est certain qu'ils rejoignent la RDC, le Rwanda, et le RDC et le Burundi, pour aller soutenir notre frère de RDC. Regardez bien là. Donc la deuxième hypothèse là, si la première hypothèse, si Kone Nanga n'y réussit pas son coup, il est certain qu'il réussit ou pas, il y aura une contre-réaction. Et cette contre-réaction va réussir au regard des enjeux, des perspectives et du contexte entre l'Occident collectif et le Sud global. Parce que celui qui va prendre les décisions actuellement, à tout instant, pour déposer Félix Tshisekedi et faire comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani, c'est-à-dire du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Donc c'est ça qui va arriver, qui risque de voir des conflits majeurs. Donc il y a une réaction, il y a une énergie potentielle, que la coupe est pleine en RDC. Et que l'on ne peut pas comprendre qu'un petit pays comme ça a sué l'image encore pour les années d'un grand pays, d'un grand bassin des Bantous, que les Bantous sont incapables de se battre contre les Tutsis rwandais venus d'ailleurs. Il y a un souci. Et donc là, il risque d'avoir des contre-réactions. La réaction, c'est que si Paul Kagame tombe, les Congolais seront au Rwanda. Parce que ça devient des soucis. C'est occuper les Rwandais. Ce que j'ai raconté de tous les officiels de la RDC. Que nous, le but est d'occuper les Rwandais. Nous allons importer 20 millions de Congolais au Rwanda. 20 millions de Congolais de la RDC seront au Rwanda. Occupation. Il restera les Occidentaux et les... ils vont peut-être se positionner au Ouganda. Et l'Ouganda, c'est anglophone et tout compagnie. Voilà, donc c'est... Vous voyez ça? Donc il y a une tension là. Regardez bien. Vous avez tout compris? Très bien. Donc la première hypothèse, les M23 là, les RDF et l'AFC seront à Kinshasa. Sûr et certain. Parce que ceux qui tirent le ficelle, c'est l'OTAN qui est là derrière. Donc il joue le jeu de la diversion et tout compagnie, mais il avance. Comme dans un jeu d'échecs. Et donc là, deuxième hypothèse, il y arrivera des contre-réactions réactionnaires. Et donc là, ça va être le bordel. Déjà, le pouvoir de Félix Tshisekedi est assis sur une base ethnique, les Balouba. Donc, tension ethnique et autres contre qui? Kananga et tout. Donc, vous voyez, il y a la tension qui va arriver en RDC. Que le bazar là a commencé depuis l'esclavage jusqu'à nos jours. On n'en avait pas ça en Afrique. Vous voyez comment le roi Léopold de je ne sais pas quoi, il avait exterminé 20 millions d'IA de Congolais. Il n'y a que drame là dans ce pays-là. À cause de voilà, la rencontre que nous avions avec les Occidentaux. On tue les négos, ça ne veut rien dire pour eux. Ce sont des animaux. On est bien d'accord. Puis les réalités sont là. Donc pensez à cette deuxième hypothèse-là. Cette deuxième hypothèse-là, qui va certainement arriver. Parce que la coupe est pleine. C'est comme un magma qui bouillonne. On veut, c'est-à-dire, s'il arrive, non, on dépose Félix Tshisekedi et il y a un nationaliste qui prend le contrôle du pays. Et c'est là, il va acheter les armes, il va faire les trucs avec la Russie, la Chine et d'autres. Et on va se battre contre le Rwanda. Et les Congolais seront au Rwanda. Et le Rwanda, ce sera un pays qui n'existera plus. Puisque le jeu est d'occuper le Rwanda. Et porter les Congolais là-bas. Ils seront occupés tout. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Donc, vous imaginez les tensions qui sont en cours. On ne connaissait pas ça. Depuis la nuit des temps, nous, l'Africain. Mais non. Donc, comme disait Charles Darwin, il faut s'adapter. Hein. Si vous ne vous adaptez pas, les autres vont. La troisième hypothèse, c'est surtout, elle est France Afrique. Ben oui, France Afrique. Parce que, ou de l'ordre mondial qui a actuellement. Parce que si la France Afrique rentre là, parce que la France Afrique est déjà avec
les Kagame et tout ça, hein, et les Occidentaux et tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire entre eux? C'est-à-dire, ils vont peut-être s'entendre, se dire, ah tiens, on cherche un pion à nous, qui est quelqu'un qui va, et voilà, voilà, Nanga, Kagame s'est grillé, donc ils vont chercher un autre pion, or que Nanga et tout compagnie, il fait le seul boulot, mais après on va chercher un autre voilà, individu, parce que les enjeux occidentaux sont tels que, et ils ne peuvent pas, parce que déjà l'Afrique du Sud commence à menacer les Occidentaux là-bas sur l'exploitation des minéraux et tout. Les Occidentaux, ils n'ont pas de minéraux, hein, ni de terrain, hein, même s'ils vont chercher à faire les jeux d'Ukraine et tout, mais c'est en Afrique. Donc, vous voyez, de là, du bassin du Congo. Donc, là, il est certain que cette troisième hypothèse qui est là, qui est certain qu'il y aura concertation entre les pays occidentaux avec eux pour trouver quelqu'un et qui va les arranger. Hormis qu'on ait un Nanga et autres qui sont grillés. Donc, qu'on a un Nanga joue le sale boulot pour rien. Et après, on va trouver quelqu'un qui viendra un peu propre et autres. Ce qui se décide. La quatrième hypothèse sur 4, c'est surtout la répétition de 1997 et qui a eu des impacts chez nous. Donc, ce qui va chez Chambolo en RDC là, il y aura des impacts chez nous, au Congo-Brazzaville. Il faut s'y préparer. Il y aura les chaos à Brazzaville. Retenez bien. Il y aura des chaos à Brazzaville. Informez-vous, informez-vous. Parce que ce qui va se passer, il n'y a plus. C'est-à-dire, les enjeux sont tels que l'Occident ne laissera pas ce pays-là aux mains des nationalistes et tout compagnie. Mais il y aura des tensions au cours et tout compagnie par rapport à la chute de Félix Tshisekedi ou non, et ou la contre-réaction et tout compagnie. Donc il y aura du bazar là-bas et ça va arriver chez nous. Et donc si c'est positif, c'est qui prend le pouvoir, ou trouve un gars qui est associé à Rwandais qui va prendre le pouvoir au Congo-Brazzaville. Et nous serons là pour pleurer. Et à ce moment, comme c'est un étranger qui sera placé, au moins, il n'y aura plus de nord, sud, est, ouest. Vous n'avez plus à parler. C'est un étranger, voilà, que je suis Rwandais. Je dis les Congolais, les Bantous. Et vous n'aurez plus à parler. Ah oui, c'est le nordiste, c'est le sudiste, c'est le... Arrêtez ça. Donc, je suis là pour vous alerter que Denis Kissé Sassou Nguesso risque de prendre le pouvoir au Congo, ou un pion rwandais qui risque d'être placé. Puisqu'ils sont déjà là. Ils ont déjà travaillé, nous, les uns et les autres. Vous voyez comment ils ont attaqué. Ils ont attaqué les uns et les autres. Donc, ils jouent avec nous comme on joue dans un jeu d'échecs. Mais heureusement que ce que je vous dis là, ce n'est que la partie visible, 10%. Mais le reste n'est qu'une nébuleuse. On travaille en coulisses pour ne pas que le pays soit occupé. Pour ne pas que Sassou Nguesso et tout ça, ce monde-là continue à nous emmerder avec les Rwandais, avec cet ordre-là. Donc la France-Afrique, la France nous a lâchés depuis 1997. Et là, la France cherche à nous vendre au Rwanda et à cet ordre mondial-là qui, la France-Afrique perd du pied en Afrique et dans le monde, et en Afrique. Et donc il veut, voilà, comme si ça devient un monnaie des singes, monnaie des songes. C'est-à-dire la France-Afrique veut nous sacrifier pour cet ordre et autres. Donc battons-nous pour ça. Donc nous n'avions plus on n'a rien de commun avec la France en fait. Depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Regardez bien ce qui s'est passé. Les hold-up électoraux, les coups d'État constitutionnels et tout ça. Les déclassements, l'exil forcé, les assassinats, les hommes. Donc ils n'ont fait que ce qu'ils voulaient. Mais jusqu'à combien de temps encore? Écoutez attentivement la suite de ce qui se prépare en RDC. Et j'y reviendrai prochainement. Merci. Et si l'histoire s'est répétée sous nos yeux sans que nous nous en rendions compte? Beaucoup se souviennent encore des l'AFDEL, cette rébellion qui avançait progressivement jusqu'à renverser Mobutu en 1997. Aujourd'hui, certains signes inquiétants rappellent ces passés troublants. Et pourtant,
Tout semble indiquer que les pouvoirs en place ne prennent pas cette menace au sérieux. Des alliances secrètes, des mouvements militaires inhabituels, des politiciens qui adoptent un discours de plus en plus ambigu. Les événements récents soulèvent des soupçons légitimes. Sommes-nous en train d'ignorer des signaux évidents d'un coup d'État en préparation? Dans cette vidéo, nous allons analyser 5 signes majeurs qui peuvent révéler qu'un renversement du pouvoir est en marche. Restez bien jusqu'à la fin, car les derniers points pourrait tout changer dans la lecture de la situation actuelle en RDC. Numéro 5. La progression inquiétante du M23. Une répétition de l'AFDEL. Malgré les multiples réunions internationales, les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU et les appels au cessez-le-feu, les M23 continuent d'avancer dangereusement. Après avoir consolidé ses positions à Rutshuru et Masisi, il se dirige maintenant vers Bukavu, une ville clé de l'est de la RDC. Leur objectif ne semble pas s'arrêter là. Si l'on compare cette situation avec celle de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, en 1996 et 1997, les similitudes sont troublantes. À l'époque, les troupes de Laurent-Désiré Kabila avaient progressé de la même manière, gagnant ville après ville, sans véritable résistance, avant de prendre Kinshasa en 7 mois seulement. En 1996, l'AFDEL avait bénéficié d'un soutien militaire étranger, notamment du Rwanda et de l'Ouganda. Aujourd'hui, les M23 est également soutenu par Kigali, selon plusieurs rapports de l'ONU. Quelques chiffres clés. En 1996, l'AFDEL avait conquis Bukavu en octobre, puis Lubumbashi en avril 1997, avant de prendre Kinshasa en mai. Aujourd'hui, les M23 contrôlent déjà plus de 60% du Nord Kivu. Selon les rapports de l'ONU, plus de 7000 combattants du M23 sont actifs, bien équipés et bien entraînés. La grande question est donc, sommes-nous en train de revivre 1996, mais cette fois sous les yeux d'un gouvernement qui sous-estime la menace? Numéro 4. Des discours troublants. Bemba et Kamere sèment les doutes. Dans toute crise politique, les discours des hommes d'État sont un élément clé pour analyser les tensions en coulisses. Ces dernières semaines, Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe ont adopté des postures pour les moins ambiguës. D'un côté, Jean-Pierre Bemba semble multiplier des déclarations qui semblent de plus en plus aller vers de la propagande qu'à une vraie stratégie militaire. Alors que sur les terrains, les forces congolaises se replient face à l'avancée du M23. Beaucoup se demandent s'ils ne cherchent pas à contrôler les narratifs plutôt qu'à réellement affronter la situation. De l'autre côté, Vital Kamerhe semble s'éloigner progressivement de Félix Tshisekedi. Ses discours deviennent de plus en plus neutres, presque comme s'il s'est préparé à une éventualité où il ne soutiendrait plus l'actuel président. Ces récentes prises de parole laissent entrevoir une prudence stratégique, ce qui rappelle que lui et Tshisekedi ont eu des tensions par le passé, notamment avec son emprisonnement en 2020. Est-il en train de préparer son propre avenir politique en cas de renversement du régime? Cette attitude des leaders politiques renforce les soupçons. Une partie de la classe dirigeante commence-t-elle à prendre des distances avec Tshisekedi anticipant un éventuel basculement du pouvoir? C'est à nous de voir. Numéro 3. Le président Tshisekedi ne prendrait pas cette guerre au sérieux. Dans un contexte où le pays est en danger, la communauté internationale s'interroge. Félix Tshisekedi est-il en train de sous-estimer la gravité de la situation? Depuis des mois, plusieurs ambassadeurs et les responsables internationaux ont critiqué son manque de clarté et de stratégie face au M23. D'un côté, ils déclarent que la RDC
ne négociera jamais avec les rebelles. De l'autre, il tarde de mobiliser une véritable riposte militaire. Or, en géopolitique, lorsque un pays est menacé, il n'y a que deux options. Soit on négocie, soit on entre en guerre de manière totale. Quelques faits troublants. Lors du sommet de Luanda en 2022, il avait accepté un cessez-le-feu qui n'a jamais été respecté par les M23. Pendant que les M23 gagnaient du terrain en janvier 2024, il était en tournée diplomatique plutôt que sur les fronts. En 1997, Mobutu avait sous-estimé l'AFDEL, pensant que le régime tiendrait. 6 mois plus tard, il était en exil au Maroc. Le problème actuel n'est donc plus une simple rébellion ou un projet de balkanisation, mais bien un coup d'État en cours où Tshisekedi semble hésiter à prendre une position claire. Les temps jouent contre lui et contre le peuple congolais. Numéro 2. Les erreurs de Mobutu répétées par Tshisekedi. L'histoire est un excellent professeur, mais malheureusement, certains dirigeants ne semblent pas apprendre de ces leçons. Félix Tshisekedi est-il en train de répéter les erreurs fatales de Mobutu? En 1996, lorsque l'AFDEL a commencé à avancer, Mobutu a sous-estimé la menace. Il pensait que son pouvoir était inébranlable, tout comme Tshisekedi aujourd'hui. Pourtant, la chute de Mobutu s'est accélérée en moins d'un an. Quelques chiffres édifiants. En 1996, les troupes de Mobutu comptaient 50 000 soldats. Pourtant, face à une rébellion bien organisée, elles se sont effondrées. Aujourd'hui, l'armée congolaise compte officiellement 134 000 soldats, mais plus de la moitié sont mal équipés et démotivés. Mobutu avait perdu Kinshasa en mai 1997, après 7 mois de guerre. Si les M23 continuent sur cette lancée, combien de temps reste-t-il avant un scénario similaire? L'erreur fatale de Mobutu fut de minimiser les alliances extérieures qui soutenaient l'AFDEL. Aujourd'hui, Tshisekedi semble faire la même erreur avec les soutiens du Rwanda au M23. L'histoire est en train de se répéter sous nos yeux. Numéro 1. Le peuple congolais doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Saviez-vous que chaque coup d'État dans l'histoire a toujours commencé par des signes que le peuple a ignorés? Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif. Allons-nous rester spectateurs d'un événement qui pourrait changer l'avenir du Congo? Il ne s'agit pas seulement des politiques, il s'agit d'avenir des 100 millions de Congolais. Nous avons vu ce qui est arrivé en 1997. Nous avons vu comment la population est restée silencieuse, pensant que tout allait s'arranger. Nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs. Que pouvons-nous faire? Exiger des actions claires du gouvernement. Soit nous faisons la guerre, soit nous négocions. Mais l'indécision actuelle est un poison. Refuser la manipulation des politiciens. Certains cherchent à se positionner pour leurs propres intérêts et non pour les biens du peuple. L'histoire nous enseigne que chaque coup d'État est précédé de signes évidents. Mais encore faut-il savoir les reconnaître. Les M23 avancent comme l'AFDEL en 1997. Les politiciens adoptent des discours ambigus. La communauté internationale doute de la stratégie du président. Et Tshisekedi semble répéter les mêmes erreurs fatales de Mobutu. Tout indique que nous sommes à un tournant crucial pour la RDC. Mais la vraie question est, allons-nous agir ou rester spectateurs? L'inaction a coûté cher en 1997. Cette fois, nous avons encore une chance d'éviter les pires. Le peuple congolais doit exiger des décisions claires, refuser la manipulation et rester unis. La survie de notre nation en dépend. Partagez cette vidéo, faites entendre votre voix et surtout, restons vigilants. L'avenir du Congo se joue maintenant.